Bon, je vais faire un petit mot introductif. Déjà, désolé de ne pas être là physiquement, alors que cet événement, quand même, relève en partie de notre initiative. Mais voilà, j'avais des obligations, en fait. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis donc Guillaume Coucouy. Je fais partie du bureau du Cercle Afrique de Sciences Po Alumni. Donc, Sciences Po Alumni, en fait, c'est une association qui organise un certain nombre d'événements à destination, donc, notamment du public alumni de l'école Sciences Po Paris. Et donc, le Cercle Afrique, en fait, est un des nombreux cercles où on peut parler de clubs de l'association Sciences Po Alumni. Donc, en fait, Sciences Po Alumni est divisé en différents cercles qui peuvent être géographiques ou encore thématiques. Donc voilà, on organise un certain nombre d'événements tout au long de l'année, avec des échanges aussi, des anciens de l'école. Et donc, dans ce contexte-ci, on a voulu faire un événement qui était dédié aux carrières au Bénin. Pourquoi le Bénin? Tout simplement parce que très récemment, on a créé un chapter de Sciences Po, ou du Cercle Afrique, plutôt de Sciences Po Alumni, au Bénin. Donc aujourd'hui, on compte une vingtaine en fait d'anciens de Sciences Po dans ce chapter. Et donc là, l'événement de ce soir est en fait véritablement le premier événement entre guillemets officiel du Cercle Afrique. Donc on est très heureux de vous y avoir conviés. Et donc voilà, ce soir, donc on a le plaisir de vous présenter les parcours de trois anciens de Sciences Po Paris qui actuellement travaillent au Bénin. Premièrement, je vais commencer par une dame, donc Isar Hyacinthe, qui en fait a créé une entreprise, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est du conseil en business développement, c'est parfait, qui s'appelle Concrétise. Isar, elle a un parcours donc très lié au fait au continent africain. Son dernier poste, si je ne m'abuse, c'était chez L'Oréal, mais elle avait en charge une zone géographique, c'était EMEA. Voilà, parfait. Donc voilà un peu le dernier poste d'Isa. Et donc à la suite de cette expérience, de cette expérience-là, pardon, elle a décidé en fait d'être indépendante, donc de travailler pour sa propre structure qu'elle a montée au Bénin. Donc on en est très content. Et deuxième panéliste aussi dans la salle, Jean-Wilfried Kemajo. Donc Jean-Wilfried, il a travaillé dans le domaine de la communication et des affaires publiques. Donc voilà, c'est l'expert com qu'on a sur Cotonou, la référence. Je sais que je suis en train de le gêner et j'adore faire ça. Et, et Jean-Wilfried, aujourd'hui, en fait, il est chargé de coordonner, pardon. Il y a un écho apparemment. Non? Parce qu'en ligne, apparemment, on entend un écho. C'est peut-être mon téléphone. Ok, je vais essayer de baisser le son au maximum, hein. Désolé pour l'écho. Voilà. Vous m'entendez toujours? Impeccable. Donc j'ai enlevé voilà, le son de mon téléphone. Dernière Non, personne, pardon, deuxième Guillaume, personne, pardon. en fait, il y a toujours le deuxième. Vous êtes connecté sur deux. Ouais, je pense que c'est parce que en fait, il y a mon compte qui est dans la résidence de Non, France. non, 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 c'est l'autre. C'est les. Ah, ah oui, attendez, je vais fermer. Parce que j'ai un bug de Zoom sur mon ordinateur. Ça devrait. Voilà, c'est bon, je me suis déconnecté, je pense. C'est bon? Alessandra? Allez-y, parlez pour voir. C'est bon là? Ça a l'air. Ok, parfait. Donc je finissais juste sur Jean-Wilfried Temajou. Donc il est chargé aujourd'hui de coordonner la marque pays. Donc concrètement, le Bénin en Conseil des ministres en fait a adopté une nouvelle marque pays. Donc il va vous expliquer un peu tous les ressorts de cette initiative. Donc voilà, le but c'est de faire connaître le pays davantage à l'étranger, et notamment sur ses aspects touristiques, culturels ou encore mémoriels. Et last but not least, la dernière personne de ce panel, donc c'est Vincent Floriani, donc il est sur Zoom, Bonjour, parce qu'il est actuellement à Dakar si je ne m'abuse, c'est ça. mais étant très attaché au Bénin, il a quand même mis en background une de nos très très belles plages. Donc Vincent Floriani, c'est le directeur général de la Société financière internationale. Donc
Bénin, bien sûr, le directeur pays, excusez-moi. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Et donc, il est arrivé à Cotonou, je pense, il y a 2 ans. Pas encore un an et demi, presque. C'est Ouais, un août an et demi, pardon. 2023 que je suis arrivé. C'est ça. Donc voilà un peu pour la présentation très succincte des intervenants. L'objectif de ce soir, on va essayer de rentrer un peu dans le dur maintenant. Ça va être de présenter en fait les différents parcours. Donc je pense que Mona va prendre le relais ensuite pour organiser un peu les échanges de manière interactive. Donc un petit Q&A pour poser des questions, disons, assez génériques. Et puis ensuite, dans un premier temps, donc, on va faire un tour de table. Et dans un second temps, vous aurez l'opportunité, donc soit dans la salle, soit sur Zoom, également de poser vos questions si vous avez des questions un peu plus spécifiques, sur, que ce soit sur les carrières des intervenants ou encore les carrières au Bénin, la vie quotidienne à Cotonou, etc. Pour finir de me présenter, parce que je n'ai pas vraiment fait, donc Guillaume Coupry, donc comme je disais, membre du Cercle Afrique et installé à Cotonou depuis 7 mois et où je travaille aux affaires étrangères du Bénin. Donc voilà un peu pour mon parcours personnel. Je pense que je peux laisser du coup la main à Mouna dans la salle en la remerciant d'avoir bien accepté ce challenge de dernière minute. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend comme ça? Ouais, super. Bon, merci à toi, Guillaume. On te sait très occupé avec un rendez-vous avec le ministre d'une minute à l'autre. Donc, je reprends la main. Ça va te faire au mieux. Du coup, donc, pour expliquer un petit peu à tout le monde la manière dont ça va se dérouler, ce qu'on va faire, c'est donc chaque intervenant parlera au fur et à mesure sous la forme un peu de questions-réponses pour que ce soit aussi interactif que possible. Donc, on va se laisser entre 30 et 35 minutes d'intervention de la part de Vincent, Isard et Jean-Baptiste avec des questions que je poserai, qui sont sans doute d'ailleurs des questions assez similaires d'un intervenant à un autre, donc 30-35 minutes de Q&A entre la modératrice et les intervenants, et puis ensuite on ouvre les questions à la salle, donc en l'occurrence la salle Zoom, mais aussi la salle, vous aurez l'occasion de poser en fait les questions voilà, qui passent par la tête. Et on prendra, je pense, plutôt des salves de questions. On s'organisera sous forme de salles. C'est 3 à 4 questions par coup pour essayer de gagner du temps et de permettre à un maximum de personnes de poser des questions. Est-ce que je vais vous demander si ça vous va, mais en fait, on n'a pas donc on va procéder comme ça. Donc, on commence tout de suite par la session un peu Q&A. La première chose, on va peut-être commencer par Vincent, depuis Dakar. Donc, voilà, j'ai quelques questions à poser, mais peut-être en premier lieu, est-ce que tu peux te présenter assez Guillaume l'a déjà fait un petit peu, mais peut-être te présenter voilà, en une minute avant de pouvoir lancer vraiment la conversation. D'accord. Merci Mouna, merci Guillaume. Et vraiment, c'est un grand regret de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis à Dakar pour une formation cette semaine, mais bon, pour aucune raison, je voulais manquer cette séance avec vous. Donc, je suis Vincent Floriani. Je vais peut-être faire, Guillaume a présenté mon profil aujourd'hui, mais peut-être faire un rapport par rapport à Sciences Po. Donc, j'ai été diplômé en 2013 de Sciences Po, du master Affaires publiques, mais j'avais aussi fait le double diplôme avec l'université Bocconi. Et aussi par rapport à Sciences Po, alors les 2 dernières années avant que j'arrive au Bénin, j'étais aussi enseignant dans le master Affaires publiques. Donc ça a toujours été important voilà, pour moi de garder ce lien. Et effectivement, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les opportunités au Bénin. Alors, dans le cadre qui est le mien, donc pour ceux qui ne connaissent pas la Société financière internationale, c'est l'entité du groupe de la Banque mondiale qui est dédiée au secteur privé. Et dans ce cadre-là, je suis responsable du bureau au Bénin. Donc, j'ai une équipe qui est assez modeste, hein, environ 6 ou 7 personnes au Bénin, mais qui fait la jonction avec les opérations à la fois depuis Washington et dans le reste de la région Afrique. Dans mon rôle aujourd'hui, j'ai de manière assez synthétique 3 responsabilités. Hein. La première, c'est de gérer le bureau. La deuxième, c'est de représenter l'organisation, que ce soit vis-à-vis du secteur privé ou du gouvernement et des autorités du Bénin. Et le troisième, c'est le développement de toutes les nouvelles activités de la société financière au Bénin. Donc voilà, j'espère que c'était suffisamment succinct. D'accord. Alors, on a c'était super.
On a deux types d'audience avec nous. On a des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi qui sont assez intéressés par ton parcours à Sciences Po et la manière dont ton parcours t'a mené à cette fonction que tu occupes actuellement au Bénin. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas basés au Bénin, qui sont des étudiants peut-être de Sciences Po Paris, qui pensent peut-être à une carrière en Afrique de l'Ouest, qui considèrent le Bénin comme une option et qui ont peut-être envie de savoir quel est finalement le quotidien d'un expatrié au Bénin, quel est le quotidien un peu professionnel. On va peut-être commencer par cette question d'abord. Le quotidien professionnel au Bénin, les rapports au travail, en fait, juste ton chronophage ou pas du travail, de la fonction que tu occupes. Qu'est-ce que c'est en fait qu'une expérience professionnelle au Bénin quand on est responsable pays? D'accord. Alors, je vais essayer de faire d'une manière où ce n'est pas forcément spécifique à la fonction et à l'organisation, d'essayer de l'élargir un peu. Mais peut-être pour commencer, effectivement, tout l'intérêt du rôle que j'ai aujourd'hui au Bénin, c'est deux choses. C'est que c'est un bureau qu'on a ouvert assez récemment. Donc, la représentation permanente de IFC au Bénin date de fin 2020 et je suis que le deuxième représentant. Donc, ça, c'est déjà une partie du travail. C'est d'arriver dans un pays où on est implanté depuis récemment, donc il y a toujours cette logique de développement, d'implantation de nos activités. Donc, c'est encore quelque chose d'assez neuf et c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est accompagner la montée en puissance de IFC dans le pays. La deuxième chose, et c'est lié fondamentalement au pays, c'est qu'on a Bénin est dans une vraie dynamique, il y a un fort momentum qui arrive. Alors, initialement impulsé par le gouvernement, les autorités, et on voit aussi que cette vague entraîne le secteur privé. Donc, c'est aussi dans ces responsabilités-là, et ce n'est pas toujours le cas pour mes collègues qui peuvent avoir ce rôle dans d'autres pays, c'est qu'on voit une vraie demande, un vrai momentum, une vraie croissance. Mais de ça à mettre en parallèle avec le fait qu'on est présent depuis peu de temps. Donc, on sent que voilà, chaque année, en fait, on fait plus que l'ensemble des années d'avant. Et on a ce rythme un peu exponentiel. Alors, à un moment, ça va devoir se stabiliser hein, parce que ça ne va pas aller jusqu'à l'infini, mais c'est cette dynamique qui est là. Sur le quotidien, alors c'est ça qui est intéressant, je n'ai pas forcément de réponse spécifique à donner parce que chaque journée est très différente dans ce contexte-là. Il y a beaucoup d'attentes, il y a une vraie dynamique. Alors une partie de mon travail, c'est d'aller développer et créer les opportunités avec les autorités et le secteur privé pour que l'empreinte d'IFC soit de plus en plus forte dans le pays. Une autre partie qui est également importante, c'est en fait de faire la jonction entre mon bureau, qui n'est qu'une fraction d'une très grande organisation, et l'ensemble des équipes globales et régionales qui s'intéressent au pays. Et donc ça veut dire passer un certain nombre de temps à les sensibiliser sur les opportunités, puis faire en sorte aussi de les faire venir et de les accompagner pour que voilà, ces opportunités se matérialisent en intervention et en opération pour la société financière au Bénin. J'aurais un peu cette comparaison, mais bon, ce n'est pas forcément représentatif de toutes les expériences professionnelles. C'est que quand je vois mes collègues missionnaires venir au Bénin 2, 3, 4 jours et que je les accompagne, en fait, j'ai l'impression que chacune de mes journées au Bénin, c'est comme si j'étais en mission quelque part d'autre, mais c'est le même pays. Et en fait, du fait de cette richesse, de cette profondeur d'opportunités, c'est comme ça que que mes journées s'occupent. Peut-être je peux aller plus dans le détail s'il y a des questions spécifiques là-dessus. Alors, on pourra toujours, de toute façon, on va ouvrir les questions aussi à la salle. Et l'autre versant, justement, de ma question initiale, c'était plutôt dirigé vers l'audience Oui. de l'Université d'Abomey-Calavi, avec peut-être l'idée d'essayer de comprendre comment est-ce que, justement, ton parcours à Sciences Po t'a mené à tes fonctions actuelles, quel type de compétences peut-être, avec le recul que tu as pu développer à Sciences Po, que ce soit des compétences techniques, mais peut-être aussi des skills que tu as pu développer à Sciences Po, que tu as pu ensuite remobiliser dans tes fonctions. Oui. Voilà. Non, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, alors, Sciences Po m'y a aidé grandement, mais bon, le même parcours aurait pu être aussi fait avec une autre université. Effectivement, depuis le début de mes études, je me suis beaucoup intéressé à l'économie et notamment le développement.
Et c'est toujours quelque chose que j'ai souhaité faire. Donc, depuis la fin de mes études, je me suis orienté vers ça. D'ailleurs, effectivement, en plus de Sciences Po, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pu étudier notamment l'économie en Italie, donc à Bocconi. En un sens, Sciences Po m'a appris un certain nombre de compétences, de manières de travailler. Et sur les aspects techniques, j'ai pu les approfondir ailleurs. Toujours est-il que c'est l'ensemble de ces deux choses, à savoir les compétences techniques plutôt en développement en économie et une manière de travailler à la fois sur l'écrit et l'oral et même tout ce qui est présentation, tout ce qui est négociation, qui peut m'aider dans ce travail. Alors, peut-être pour aller plus dans le détail sur mon parcours, du coup, ces 11 dernières années depuis que je suis diplômé. Donc, effectivement, dès ma diplomation, j'ai commencé à travailler dans les organisations internationales, hein, donc d'abord aux Nations Unies à Rome, et puis ensuite à la Banque Centrale Européenne, donc avant de rejoindre la Banque mondiale et la SFI. Au départ, j'ai commencé à rejoindre l'organisation, donc pas depuis un des bureaux pays, mais depuis le siège à Washington, où j'étais en charge de tout ce qui était analyse économique et stratégique pour la région Afrique, ce qui m'a donné vraiment une exposition sur la région. Alors, pas seulement l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, toutes les zones de l'Afrique. J'ai eu la chance en peut-être 3-4 ans d'aller dans une vingtaine de pays, ce qui m'a permis à la fois de bien connaître les écosystèmes, mais aussi de bien comprendre l'organisation pour laquelle je travaille aujourd'hui. En 2019, j'ai quitté IFC, j'ai fait une petite pause, je suis parti à la Banque de l'Union européenne, donc la Banque européenne d'investissement, où j'étais en charge en fait de développer des opérations directement avec les gouvernements à la fois nationaux et régionaux d'Europe de l'Ouest, alors principalement France, Benelux et un peu après ensuite les Balkans. Et cette expérience-là, en fait, se rapproche peut-être un peu plus de ce que je fais aujourd'hui parce que ça nécessitait des interactions quotidiennes avec donc les gouvernements, avec les institutions financières, parce que c'était là-dessus, c'est sur ça que je m'occupais particulièrement. Et en fait, créer cette logique partenariale entre d'un côté gouvernement et de l'autre côté entité privée pour favoriser les objectifs de développement des territoires, parce que ce n'était pas forcément des pays là, dans lesquels on travaillait. Donc, quand l'opportunité s'est présentée de revenir à IFC, donc cette fois pour prendre la responsabilité d'un bureau pays, je sentais que j'avais en fait tous les éléments pour moi. D'un côté, la connaissance de l'organisation, le bagage analytique et stratégique, mais aussi cette expérience d'avoir fait quelque chose de similaire, mais dans un contexte très différent. Et d'ailleurs, c'est ça que tout au long de ma carrière m'a beaucoup plu, c'est-à-dire de pouvoir en fait progresser à partir des compétences que j'ai pu emmagasiner et après utiliser ça aussi pour couvrir des environnements de travail tous différents les uns des autres. Donc peut-être pour conclure sur cette question, je pense que ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble de compétences techniques, donc là principalement dans ce cas-là l'économie et notamment l'économie du développement, mais aussi les compétences un peu plus soft en termes de présentation, de synthèse, de négociation, que ce soit en interne ou en externe, parce que c'est aussi beaucoup de négociations internes, et l'accumulation d'expérience qui petit à petit m'a permis de savoir où j'allais. Peut-être pour finir, quelque chose qui m'a beaucoup servi au fil de cette expérience, c'est d'avoir aussi des personnes avec qui j'ai pu travailler qui étaient dans des rôles plus seniors, de qui j'ai appris. Et effectivement, quand j'ai travaillé notamment sur la stratégie sur l'Afrique il y a 5-6 ans depuis Washington, en fait, je travaillais avec les personnes qui faisaient mon boulot à cette époque-là. Et effectivement, ce rôle un peu de mentoring m'a énormément servi. Super, merci beaucoup Vincent. Je suis sûre du coup que l'assemblée sur Zoom et en présentiel aura pas mal de questions à te poser donc, à la session Q&A entre nous et l'audience. Je vais peut-être passer, pendant qu'il nous reste encore du temps, à Isar et Jean-Wilfried. On va procéder peut-être un petit peu autrement. Ça va être un petit peu plus... Je vais poser en fait la question et puis vous allez pouvoir me répondre, peut-être compléter même les éléments les uns des autres. Avant ça, je voudrais quand même que vous preniez 1 ou 2 minutes chacun pour vous présenter et peut-être le faire le plus proche possible du micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre, notamment au niveau de l'audience Zoom. Je vais peut-être commencer par Lisa. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Isaria Sainte, donc c'est difficile de se présenter après Vincent, qui a fait, oui, franchement, des projets à impact, etc. Bravo pour le parcours, Vincent. Du coup, moi, Isaria Sainte, diplômée marketing et études Sciences Po Paris 2014, donc 10 ans de carrière environ, je dirais 12 avec les stages.
Je vais commencer par la fin. Je viens d'ouvrir effectivement mon agence d'affaires, cabinet d'affaires à Cotonou qui s'appelle Concrétise. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les porteurs de projets à s'étendre en Afrique. Et avant ça, pendant 10 ans, j'ai fait du business développement dans 3 boîtes principalement. J'ai travaillé 2 ans chez Canal+, où j'ai développé le business Canal au Togo et au Ghana. D'ailleurs, à ce titre, j'ai vécu 2 ans au Togo. C'est ce qui m'a fait connaître aussi cette région. Directement après mon diplôme à Sciences Po, en fait, moi, j'ai commencé ma carrière en Afrique en 2014 avec un VIE. À la suite de quoi, j'ai été débauchée par le groupe Yves Rocher. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le numéro 1 aujourd'hui de la cosmétique en France sur tout ce qui va être ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire des magasins physiques. C'est un groupe qui a 700 magasins en France, qui en fait le numéro 1 du marché français. Et pendant 5 ans, j'ai développé la marque Yves Rocher en Afrique. Donc, je pense, Vincent, tu peux trouver une dizaine de boutiques Yves Rocher au Sénégal. Il y en a 7 ou 8 en Côte d'Ivoire. On a ouvert le Gabon, l'Angola, le Nigeria, le Ghana. Enfin, voilà, c'était 11 pays sur 5 ans avec 70 points de vente. Donc, c'était un business développement assez offensif. Et moi, mon rôle, c'était vraiment de faire parler une marque franco-française qui a son berceau en Bretagne avec des partenaires locaux africains qui n'avaient peut-être pas la même notion de la cosmétique. Mais c'était quand même une superbe aventure qui s'est extrêmement bien finie. D'ailleurs, j'ai été débauchée après par le groupe L'Oréal et pendant 3 ans, j'ai dirigé le catalogue Afro de L'Oréal sur la zone Europe. Donc ça, c'était mon dernier job, c'était directrice BizDev African Beauty Brand for Europe. Et en fait, j'ai décidé de prendre mon destin en main il y a 1 an et de le faire à mon compte parce que c'est vrai que j'ai une carrière hyper passionnante et très intéressante, mais j'avais à un moment donné le sentiment de ne pas décider, d'avoir des opportunités qui arrivent à moi, de les accepter, mais au final, de ne pas décider. Quand j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, bon, ça fait 12 ans que je fais du BizDev pour ces groupes-là, je pense que je peux le faire en indépendant et accompagner des marques à s'implanter en Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des entreprises, mais également des projets. Je dis projet parce que je travaille sur un projet notamment avec Jean-Wilfried qui est juste derrière, qui a plus attrait au tourisme. Donc, c'est un peu différent que ce que je fais d'habitude. Ce n'est pas du B2B en tant que tel, mais ça reste du management de projet pour avoir un impact plus grand en Afrique. Je dirais qu'en somme, moi, ma vision, c'est de rendre l'Afrique attractive et d'en faire une destination business de choix. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Wilfried peut s'approcher du micro? Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous dans la salle. Bonsoir à vous. Donc, alors, je ne sais pas si vous m'entendez dans la salle. Ok. Donc, Jean-Wilfried Kiemajou. Donc, moi, je suis de Sciences Po Paris, mais je tiens à préciser parce que je vois Mathilda qui est là. Je suis un EURAF, que les Sciences Po vont comprendre. On est présent, voilà. on est présent. Voilà, c'est très important, Mathilda, de le préciser. Je viens, voilà, EURAF, Reims. Après, j'ai fait Sciences Po, le campus de Paris en master, communication et industrie créative. Donc, je me suis spécialisé dans la communication après avoir eu des expériences au Sénégal et en Côte d'Ivoire où j'ai travaillé pour le Conseil économique et social. Après Sciences Po, j'ai travaillé chez Havas Paris, qui est une agence de communication. Chez Havas Paris, je travaillais pour le pôle influence qui avait vocation à faire des campagnes, je dirais à la fois politiques, institutionnelles, corporate pour des entités et des entreprises françaises, dont L'Oréal, L'Oréal Canal, etc. Et moi, j'avais plutôt une envie de travailler sur des sujets pays diplomatiques et donc j'ai rejoint le pôle international d'Havas qui travaille sur ce qu'on appelle le nation branding. Donc, en fait, comment aujourd'hui les pays deviennent des marques et comment les pays rayonnent sur la scène internationale à travers des campagnes de communication. Et donc, en fait, j'ai travaillé chez Havas et je représentais la fondation Nice qui a vocation à valoriser l'Arabie Saoudite en France. Et après 2 ans de campagne pour l'Arabie Saoudite, je me suis décidé un jour à écrire une tribune en Jeune Afrique où j'ai ressenti en moi le besoin d'avoir un sursaut qui est de dire que le continent africain, comme on le sait tous, est le continent qui détient une image finalement négative au sein des imaginaires collectifs, d'abord entre nous, Africains, mais également sur la scène internationale. Et cela a été fait au travers de campagnes de communication
je dirais, internationale à travers des films qu'on connaît tous dans des industries cinématographiques comme, je dirais, Hotel Rwanda ou Blue Diamond, etc., qui ont décrit dans un imaginaire. Nous, on a grandi avec Tintin au Congo ou autre, qui, d'une certaine manière, ont dépeint une Afrique caricaturale de pauvreté, de misère et sans solution. Alors que les choses se passent, alors que les consommations de plein de pays africains, alors qu'on voit, comme au Bénin, que l'Afrique avance. Et donc, j'ai écrit une tribune pour essayer de raconter la nécessité pour les pays africains de reprendre leur destin en main. Parce qu'à l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une guerre de récits, une guerre d'information. La situation géopolitique du monde le démontre encore. Et dans cette guerre, l'Afrique n'a pas à attendre des autres nations, des autres continents de reprendre en main son destin, mais c'est aux pays africains eux-mêmes de reprendre en main son destin. Et cela passe par des stratégies bien pensées, parce que je l'ai vu en le faisant pour l'Arabie Saoudite, qu'il n'y avait pas de hasard. Quand on allume Netflix, qu'on regarde un film américain ou qu'on regarde un film avec Tom Cruise ou autre, tous les symboles, tous les signes, tous ces éléments en fait constituent justement une influence qu'on a au plus profond de nous dans l'imaginaire collectif. On grandit avec ça. Et ça dépasse finalement la vision qu'on se fait de la réalité. Et je pense, pour nous-mêmes en tant qu'Africains et pour les nouvelles générations qui, pour beaucoup, pensent que l'Eldorado se retrouve ailleurs, on doit travailler à démontrer qu'il y a des choses à faire chez nous. Et donc voilà, j'ai écrit cette tribune et suite à cette tribune, j'ai eu, je dirais, le privilège et l'honneur de contacter par exemple la Afrique du Bénin pour travailler pour les autorités ici à une stratégie qui permettrait, comme je l'ai fait pour l'Arabie Saoudite, de valoriser le Bénin sur la scène internationale. Alors concrètement, je suis arrivé en tant que coordinateur de la marque pays du Bénin. Alors la marque pays, c'est quoi? Le Bénin a souhaité, comme d'autres pays, je prends l'exemple du Rwanda, que vous devez peut-être tous connaître avec le maillot du PSG qui dit Rwanda, l'Arabie Saoudite aussi, ou les États-Unis, ou même la France, qui a lancé aussi une nouvelle marque, c'est Make It Iconic. Donc en fait, tous les pays aujourd'hui essayent d'avoir des stratégies de communication pour valoriser leurs avantages. On est finalement dans une ère où il faut se distinguer. On est dans l'ère de la mondialisation, il faut se distinguer de par différents. On va rentrer en profondeur. J'étais déjà dans mon truc, mais voilà. Donc, très rapidement, voilà, mon profil, c'est ça. Donc, depuis au Bénin, je travaille à la présidence de la République et je coordonne la marque. Désolé d'interrompre à nouveau. Jean-Wilfried, est-ce que c'est possible de parler? En fait, quand tu orientes ton visage vers la webcam, on t'entend distinctement. J'essaye de. Je vais parler près du micro. Donc, c'est pas évident. Oui, merci. La marque pays a vocation à coordonner les actions de communication du Bénin sur la scène internationale. Et pour le faire, je travaille avec les agences, parce que le Bénin a des agences opérationnelles qui sont orientées spécifiquement sur la promotion du Bénin. Donc notamment l'agence Bénin Tourisme pour le tourisme, l'ADAC, c'est l'agence de développement des arts et de la culture, CME-City pour le capital humain, et enfin l'APIEX pour la promotion des investissements et des exportations. Voilà. Super. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. On va peut-être revenir un petit peu sur le Bénin. Je vais vous poser la même question à tous les deux, mais peut-être tourner de manière un petit peu différente. Toi, Isa, tu décides de fonder ton cabinet de business development à Cotonou en particulier. Pourquoi le Bénin et pourquoi Cotonou? Donc, déjà, mon cabinet, il est également. Mon cabinet, il est également ouvert en France. Il est ouvert en France depuis fin d'année dernière. J'ai bien une entité en France. Et effectivement, ça faisait sens d'être localisé également en Afrique pour être au plus proche des opérations et également des opportunités. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première raison. La deuxième chose, pourquoi le Bénin? Comme je le disais, voilà, il y a 54 pays en Afrique. Moi, j'en ai fait 20. Donc, j'ai fait qu'un petit tiers, mais c'est déjà pas mal à l'échelle du continent. Et en fait, voilà, je cherchais à m'installer et très honnêtement, je ne savais pas. Donc, spontanément, j'ai pensé bien sûr à Abidjan, qui regorge d'opportunités, mais je trouvais la qualité de vie dégradée ces dernières années par une folle émergence, etc. Et je ne voulais pas me retrouver dans un Paris bis en Afrique. J'ai pensé naturellement au Sénégal, que je connais bien, mais je trouvais la taille de marché pas si profonde que ça au final quand on fait le point. Je pense que Vincent, tu diras que le Sénégal est plus intéressant que le Bénin en termes de peut-être... J'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Avec moi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais j'en parlerai après.
Ok, ça marche. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que je pensais spontanément à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et au final, euh, mais j'avais toujours le Togo en tête, dans lequel j'avais vécu 2 ans et que j'avais adoré. Et finalement, c'est un peu bête à dire, mais je trouvais que le Bénin répondait à tous ces besoins-là. Une qualité de vie très intéressante que j'ai connue au Togo, parce que voilà, Cotonou, c'est une ville, c'est tout bête, hein, mais c'est une ville en bord de mer. La ville est agréable, les Béninois sont accueillants. Je trouve les gens extrêmement, ça je ne sais pas si tu as des questions sur le management, mais je trouve les gens extrêmement éduqués, bons, bien formés, enfin, voilà, instruits, voilà, merci pour, voilà, instruits. Ensuite, la facilité avec laquelle j'ai ouvert ma société, ça a mis exactement 2 heures d'ouvrir une société au Bénin. Donc, il y a aussi tout ça qui est fait pour attirer effectivement des investisseurs étrangers. Et puis, j'ai pas encore vraiment capté cette opportunité-là, mais la proximité avec le Nigeria, c'est pas quelque chose de neutre dans mon business parce que ça reste l'un des marchés les plus intéressants et importants d'Afrique. Voilà, c'était un peu tout ce faisceau entre une qualité de vie, une facilité administrative, voilà, d'ouvrir une société, etc. Et je trouvais une position géographique assez stratégique. Alors, merci, Yves. Voilà, c'est super complet. Merci beaucoup. Avec un volet professionnel et un volet personnel. Super. Merci beaucoup. Jean-Louis, une question similaire, mais plus orientée vers ce que tu fais. Donc toi, tu participes à l'élaboration d'une marque pays, mais tu travailles en fait à l'attractivité et au rayonnement du Bénin à l'international. C'est pas du tout anodin. C'est peut-être même une démarche un peu patriote. Qu'est-ce qui a fait que quand la présidence t'appelle, la présidence de la République du Bénin t'appelle, tu réponds directement présent, en dehors du fait évidemment que ça représente quand même une opportunité professionnelle extraordinaire. Pourquoi le Bénin et pourquoi pas, par exemple, parfois on dit qu'on doit se créer des opportunités, pourquoi pas, par exemple, je sais pas, Dakar, Abidjan, Kigali, pourquoi le Bénin en particulier sur ces pays? Alors, ce que je peux dire, c'est que... Ah, comme ça. Ouais, ok. D'accord. Alors, ouais, c'est là. Donc, ce que je peux dire, c'est que après avoir écrit cette tribune sur l'Afrique, à un moment donné, il faut être en phase et honnête avec ce qu'on dit. Dans cette tribune, je disais que le moment était venu pour les pays africains de reprendre leur destin en main et de raconter leur histoire. Et finalement, moi, quand je suis venu au Bénin, sans entrer dans des indiscrétions, mais ça s'est fait assez rapidement. J'ai été reçu par la présidence et j'ai rencontré des personnes qui ne refusent pas ce type d'opportunité. Désolé, Jean-Wilfried, est-ce que tu peux te rapprocher légèrement? On est vraiment désolé, mais le micro est pas vraiment au point. Merci. Et en fait, pourquoi le Bénin? C'est parce qu'en fait, le Bénin, c'est vraiment un pays qui, depuis, je dirais, plusieurs années, depuis 2016 en tout cas, il y a une véritable dynamique qui s'est mise en place. Il y a une forte volonté des autorités béninoises d'avancer, tout simplement. Et donc, on a, je sais souvent, quand on travaille en France ou aux États-Unis, ou peu importe, quand on pense à rentrer sur le continent, on a cette crainte de ceux qui sont rentrés en Afrique et qui ont eu des retours déceptifs de par des réalités qu'ils ont pu vivre. Et donc, souvent, on a voilà, des a priori. Au Bénin, en arrivant, ou en tout cas en venant d'abord une première fois, en rencontrant les personnes qui ont bien voulu m'offrir cette opportunité, j'ai compris qu'il y avait une véritable volonté et une envie de mettre les moyens pour valoriser le Bénin sur la scène internationale. Moi, ce que je fais, c'est assez spécifique, c'est très niche. Ce n'est pas tous les pays qui le font, notamment en Afrique. Donc, quand on arrive dans un pays africain qui décide de faire du Bénin une destination touristique, qui met les moyens, qui a une véritable envie diplomatique au travers justement du retour des 26 trésors royaux, de changer l'énergie, parce que c'est pas rien. Je par exemple ajouter un fait majeur. Moi, je travaille sur les Vodou Days, par exemple, qui est aujourd'hui le premier festival autour des arts, la culture, la spiritualité vaudou. Et donc, je sais que... Exactement. 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 Et donc, moi, quand j'arrive, je comprends tout de suite qu'il y a une volonté de changer finalement les stéréotypes négatifs autour du vaudou et d'apporter un nouveau regard, de faire connaître cette religion. Et ça, pour moi, c'est véritablement en fait un parti pris assez visionnaire, je trouve, des autorités et audacieux. Et donc, ce type d'engagement qui dépasse le simple fait de dire qu'on doit se développer pour se développer, mais de dire qu'aujourd'hui, les pays africains doivent d'abord se réapproprier leur histoire, savoir qui ils sont,
au niveau de leur identité. Parce que même aussi quand le Bénin décide de faire revenir 26 trésors royaux, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une envie je dirais, pas de corriger l'histoire, mais en tout cas de repartir sur les fondamentaux de l'histoire pour se projeter vers l'avenir. Et ça, c'est rare en Afrique. Donc, quand on voit tout ça associé à tous les projets touristiques qu'il y a en cours au Bénin, on se dit c'est le pays où il faut être. Voilà, très clairement. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a vocation à changer finalement la perception et le narratif autour du continent africain. Peut-être la même question que j'aimerais poser à Vincent, très brièvement aussi, mais en dehors de l'opportunité professionnelle très intéressante que ça représente de devenir responsable pays aussi jeune, plus ou moins jeune, je crois, plutôt jeune. Pourquoi le Bénin qu'est-ce que le Bénin a de spécifique peut-être dans, je ne sais pas moi, l'analyse que tu portes, dans les enjeux aussi que ton institution porte? Qu'est-ce qui rend d'autant plus intéressant parce que tu es au Bénin? Alors, merci Mona pour la question. Et effectivement, alors, même si dans un contexte professionnel très différent de celui de Jean-Wilfried ou Isard, je retrouve un certain nombre de similarités. Alors effectivement, de toute façon, à la Banque mondiale, il faut postuler un poste qui est ouvert. Donc le poste du Bénin était ouvert, mais à ce moment-là, il y avait aussi d'autres pays, notamment en Afrique, qui étaient ouverts. Et c'est sur celui-là que je me suis principalement orienté. Alors, il y avait une histoire intéressante, c'est que 6 ou 7 mois avant que le poste soit ouvert, j'étais venu en congé au Bénin. D'ailleurs, on voit un peu en fait le travail que fait notamment Jean-Wilfried. C'est un pays sur lequel j'avais travaillé depuis Washington, notamment sur les aspects de stratégie. Et en fait, en travaillant sur la stratégie Bénin, d'ailleurs, ce qui distingue beaucoup le pays des autres pays d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on voit un pays qui met beaucoup le tourisme, la culture, les arts au cœur de sa stratégie de développement. Et en travaillant dessus depuis Washington, j'avais malheureusement jamais eu l'opportunité d'y aller en déplacement. Et ça faisait 4 ou 5 ans que je travaillais à Luxembourg sur l'Union européenne et l'Afrique me manquait un peu. Donc, j'ai eu envie de venir à titre vraiment personnel. Et donc, c'est là où j'ai eu l'occasion de venir au Bénin en congé, ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Et on voyait tous les efforts qui étaient entrepris. Donc, effectivement, 6 ou 7 mois après, quand le poste est ouvert, voilà, ça m'a interpellé. Au-delà de ça, c'était s'inscrire dans cette dynamique. Alors, si on parle du secteur privé qui est le mien, cette dynamique, elle est encore plus intéressante parce qu'effectivement, et d'ailleurs c'est toujours parfois un petit peu le cas, c'est que le secteur privé est en plein rattrapage par rapport notamment aux impulsions initiées par les autorités. Et c'est dans ce cadre-là que je voulais m'inscrire. C'est-à-dire, bon, Mouna, tu parlais par exemple du Sénégal. Alors la SFI au Sénégal, c'est un hub régional où on a environ 120 collègues, où on connaît très bien le secteur privé, on connaît très bien les acteurs. Donc, le rôle mes collègues qui font mon travail au Sénégal, ils n'ont pas forcément le même rôle. Là, c'est plutôt de la gestion d'affaires d'une certaine profondeur. Alors qu'en venant ici au Bénin, et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a cette dynamique que mon institution a décidé d'ouvrir un bureau au Bénin en 2020, c'était pouvoir accompagner cette dynamique et pouvoir aller chercher les opportunités, les développer et contribuer à écrire l'histoire, entre guillemets, de IFC et un peu de Banque mondiale au Bénin. Donc, en fait, je vais vous prendre la perspective dans l'autre sens. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une côté qui est un petit peu un challenge parce que c'est un bureau qui est nouveau, c'est un bureau qui est récent. Mais de l'autre côté, on est peut-être parfois à un stade où il y a peut-être trop d'opportunités pour nous. Donc moi, mon combat au quotidien, c'est de pouvoir libérer et d'attirer l'attention de mes collègues dans les autres pays pour qu'ils puissent venir saisir ces opportunités. On va prendre d'autres pays où ça, faut pas le répéter aux autres, mais voilà, je parlais par exemple à certains de mes collègues en Afrique du Nord, alors pas forcément au Maroc, mais dans d'autres pays que je citerai pas là, et c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que on est présent depuis très longtemps, c'est des économies qui sont matures, mais en fait, là, il n'y a plus vraiment d'opportunités pour nous à aller chercher parce qu'on les a toutes d'une certaine manière prises. Et en plus, ces économies sont aujourd'hui moins dynamiques. Donc, au final, j'avais effectivement cet intérêt un petit peu cette relation personnelle avec le pays qui m'a aussi fait venir, mais c'était s'inscrire dans cette dynamique. Alors, la dernière petite chose, si vous voyez le dôme du Sofitel, en fait, le bâtiment d'avant,
le Centre international des conférences de Cotonou. J'ai un oncle architecte qui avait travaillé dessus. Donc, c'est lui déjà qui, en 1992-93, était venu quelques mois au Bénin. Il m'avait dit beaucoup de bien au pays, donc, du pays. Du coup, ça m'a donné envie aussi de revenir, mais alors là, 30 ans plus tard. Merci beaucoup. Peut-être une dernière petite question. Il nous reste 6 minutes. Après, je voudrais qu'on ouvre peut-être des questions à la salle. Et je voudrais cette fois poser une question plutôt du point de vue étudiant de l'Université d'Abomey-Calavi, intéressé par des études à Sciences Po pour Isard et Jean-Wilfried. Sciences Po a la réputation d'être une école, parmi d'autres grandes écoles, mais une école qui favorise l'ouverture à l'international. Ici, donc, nos intervenants, ce sont des expats, peut-être même des repats, je ne sais pas. Qu'est-ce qui, à Sciences Po, a fait que vous avez envie... Alors, là, c'est plus particulièrement... on ne parle plus que du Bénin, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez envie peut-être de vous ouvrir à l'international, de vous expatrier? Quelle partie du cursus de Sciences Po a favorisé un peu votre ouverture à l'international? Et qu'est-ce que vous retenez finalement peut-être des compétences phares que vous avez pu développer à Sciences Po et que vous utilisez tous les deux respectivement encore dans vos carrières aujourd'hui pour encourager, s'il le fallait, les étudiants de l'UAC à y aller? Peut-être qu'on commence par Jean-Wilfried. Ah, ok, d'accord. Première question, alors, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a favorisé votre ouverture internationale? Oui. Deuxième question, qu'est-ce qui, dans votre parcours à Sciences Po, quel type de compétences vous avez développé à Sciences Po que vous utilisez en fait encore aujourd'hui dans vos vies professionnelles quotidiennes? Okay. Alors, moi, personnellement, en entrant à Sciences Po, je savais déjà que j'allais rentrer travailler sur le continent africain. En fait, je suis entré sur le campus de Reims, le campus Europe-Afrique. Le campus de Reims, c'est le campus Europe-Afrique qui est dédié en fait à toutes les études en lien avec le continent africain. En fait, c'est des études de relations internationales, de droit, d'histoire même, mais en lien toujours avec le continent. J'y étais pendant 2 ans avant de venir sur le campus de Paris. Donc, moi, dès le début, déjà, le but était de rentrer sur le continent. Après, ça, c'était véritablement la question, mais à rentrer sur le continent, il n'y avait pas vraiment de débat sur ce sujet-là. Après, sur le deuxième point, qui est de savoir les compétences. Alors, moi, ce que je retiens surtout de Sciences Po, c'est... je pense à mes finals. Et je sais que quand on avait des examens de droit ou autres, il y avait toujours, en fait il n'y avait pas de dichotomie dans la réflexion. C'est-à-dire, c'était pas oui, c'était pas binaire, c'était pas oui, non. Il y avait toujours un oui, mais c'est bête à dire, mais moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas de voir les choses en blanc ou noir, mais c'est de toujours trouver la complexité un peu au milieu pour nuancer tout quand on est face à un sujet. Donc, ça permet toujours de pousser la réflexion. Je dirais, il y a le premier point qui est de la réponse. Le deuxième point, je pense, pour avoir fait le campus universitaire de Sciences Po, il y a une ouverture au monde qui est assez incroyable parce que sur le campus de Reims, il y a les étudiants qui ont fait le volet Europe américaine de partout dans le monde. Donc, il y a vraiment une ouverture culturelle qui est assez impressionnante. Donc ça aussi, c'est un avantage parce qu'on profite de cette diversité. Et après, je dirais le troisième point, c'est clairement la quête de l'excellence. Quand on entre à Sciences Po, le poids de l'institut, qui est de se dire on est c'est le monde, donc on a une volonté de se dire qu'on soit à la hauteur, et donc ça nous donne une certaine rigueur qui nous suit aussi très rapidement dans notre parcours professionnel. Donc cette rigueur me sert, je dirais, aujourd'hui. Vincent, est-ce que s'il te plaît, tu peux essayer de couper ton micro? On a un... Ok. Et on va réessayer. Isard, du coup, même double question. Qu'est-ce qui, à Sciences Po, favorise l'ouverture à l'international? Pas que pour le Bénin, mais de manière générale, pour les étudiants d'Abomey-Calavi qui auront peut-être aussi cette envie d'expatriation, cette envie d'international. Et par ailleurs, quelles compétences un peu précises, techniques, tu retiens pour ta vie professionnelle d'aujourd'hui? D'accord. Effectivement, vous m'entendez bien?
Sur le campus universitaire, on est très vite confronté, tout bêtement, hein, à la 3A. Dès qu'on arrive en première année, on se demande où est-ce qu'on va aller en troisième année. Donc, la troisième année à Sciences Po se fait obligatoirement à l'étranger. Donc, ça nous ouvre directement sur, effectivement, ce monde qui nous attend et les opportunités professionnelles qui sont au-delà de l'Hexagone. Donc, c'est vrai que tout de suite, on est conditionné à, dans 2 ans, partir 1 an. Enfin, moi, j'avais 19 ans quand je suis partie, quitter mes parents et aller vivre 1 an à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui va te formater. Moi, j'avais aussi des profs exceptionnels qui avaient fait, notamment en master, qui avaient fait de grosses boîtes entre, effectivement, la France et l'Asie. C'est aujourd'hui des modèles hein, que je regarde encore quand il s'agit de concrétiser. J'avais notamment un prof de pays émergents, marketing et pays émergents, qui m'a beaucoup inspiré et ma carrière et aujourd'hui ma boîte. Je dirais à la fois ce conditionnement pédagogique d'aller en troisième année et à la fois des rencontres avec des gens brillants qui nous ouvrent, Jonathan Siboni, qui nous ouvrent l'esprit sur certaines choses. En termes de compétences que j'utilise encore aujourd'hui, je dirais, ceux qui ont fait le campus universitaire savent que toutes les semaines, on a au moins 3 exposés. Donc forcément, je ne sais pas si je suis à l'aise à l'oral, mais en tout cas, je n'ai pas peur de parler. Donc on ne peut plus avoir peur de parler quand on a fait Sciences Po, le campus universitaire, ça c'est évident. Je dirais un esprit de synthèse. On a tellement de sujets au quotidien que je trouve que les personnes qui ont fait Sciences Po arrivent très très vite à trier, à synthétiser et à aller straight to the point. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai pas mal de projets à accompagner et je dirais que ma force, c'est mon esprit de synthèse et ma formalisation. J'arrive à synthétiser, à m'organiser et à effectivement faire avancer tout cela. Et enfin, effectivement, cette quête d'excellence, hein, c'est bateau, mais c'est vrai. On a été formé par effectivement des personnes brillantes dans une institution prestigieuse. Donc, on essaye au quotidien de la représenter et rester sur un niveau d'exigence élevé. Parfois, ça nous porte préjudice, surtout en entrepreneuriat, où il faut parfois laisser passer certaines choses et être un peu moins exigeant, mais non, c'est pas possible, on est formaté comme ça. En tout cas, l'esprit de synthèse est tout à fait approuvé. 2 parties de ce parti, 3 minutes. Toutes les questions ont été bien revues. C'est le moment peut-être d'ouvrir les questions à la salle. On va fonctionner par salve de questions. Pour ceux qui sont... alors peut-être on va commencer, on va faire deux sessions pour commencer. Peut-être une session de 3 à 4 questions côté présentiel. Voilà, et peut-être, et vous répondrez tous les 3, j'espère que vous essayez d'être aussi bref possible, on puisse aussi passer à la 2e session de questions qui viendra de l'audience Zoom. Je pense que le plus simple et le plus rapide, c'est peut-être que vous écriviez vos questions directement dans le chat et en gros, on sélectionnera les 3 ou 4 premières questions. Mais voilà, donc est-ce que les étudiants de l'Université de Montréal ont peut-être pour nous terminons. Soyez pas timide. Ah, super, merci à vous. Oui. Présentez-vous d'abord le nom de votre famille. Alors, ce qu'on va faire, pardon, les 3 personnes qui ont des questions, se lever et peut-être parler plus proche du micro pour qu'on puisse entendre. Donc, monsieur vous rapprocher et les 2 autres. Alors, on vous dit quel ordre? Donc, par la suite, alors, ils sont vous entendez, je vais vous donner des questions. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Carlo Tchepo. J'ai un master en sciences de l'environnement. Actuellement, je suis assistant de recherche à l'Institut international d'analyse tropicale de l'Union. Alors, ma question s'adresse spécialement à M. Jean-Louis. J'aimerais savoir en particulier quel a été votre plus grand défi. Est-ce que vous avez, après le diplôme, vous avez eu des obstacles pour pouvoir vous insérer sur le milieu professionnel? Et si oui, comment vous avez pu surmonter ça? Merci. Oui, bien sûr, allez-y. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Jean-Baptiste Salomon. N'hésitez pas à vous rapprocher du mieux. Moi, c'est Jean-Baptiste Salomon. Je suis assistant de recherche à ITA, Institut de l'agriculture tropicale. Et moi, ma question
à écouter les différents intervenants, j'imagine qu'il y a beaucoup à gagner à étudier à Sciences Po. Et je voudrais savoir si Sciences Po offre des bourses, quel est le mécanisme pour aider les étudiants qui aimeraient rejoindre cette institution afin de s'ouvrir mais ça, au monde à toutes ces opportunités qui nous sont présentées. Merci. Bonsoir à tous. Je remercie Monsieur Jean-Wilfried et Monsieur Vincent et enfin Madame Yacine pour la présentation. Je réponds au nom de Rosine Sodoquin. Je suis titulaire d'une licence en diplomatie et relations internationales à l'INA. C'est déjà très intéressant de voir à quel point vous portez un grand intérêt pour le Bénin. Mais comme M. Wilfried l'a dit, la plupart des Béninois ont déjà une certaine perception du Bénin et pensent qu'on ne peut vraiment pas réussir chez nous, mais plutôt ailleurs. C'est vrai, Sciences Po favorise l'ouverture à l'international. C'est bien de travailler à l'international, d'accord. Mais comment faire pour faire comprendre à ces jeunes Béninois que l'Eldorado n'est pas forcément à l'extérieur et donc il faut étudier à l'extérieur? Oui, mais il faudrait quand même revenir et investir dans son pays. Et comme vous le faites déjà, promouvoir le rayonnement du Bénin à l'extérieur. Donc moi, personnellement, c'est la tâche à laquelle je me dévoue. Je rêve d'un Bénin je rêve d'un Bénin où les jeunes savent s'affirmer à l'extérieur, à l'international, savent montrer que oui, le Bénin a du potentiel. Donc, voilà un peu ma question. Merci. Super. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, du coup, Jean-Wilfried, sur le plus grand défi professionnel et comment surmonter? C'est une grande et belle question. Voilà, je ne vais pas aller dans un exposé sur les défis, pourquoi les défis et comment. Non, très rapidement, moi je pense que le plus grand défi, je le vis actuellement. Parce que travailler à la présidence du Bénin sur la promotion du pays dans l'époque actuelle, dans un pays qui se transforme relativement vite avec des enjeux qui soient économiques, culturels, sociaux, économiques et divers, et réussir justement en fait à valoriser le Bénin sur la scène internationale, c'est un défi déjà immense. Donc je le vis au quotidien, c'est au travers des missions que je fais au quotidien. Donc je le vis actuellement et j'essaye de faire du mieux que je peux pour faire en sorte que voilà, le Bénin puisse être connu sur la scène internationale, mais aussi et surtout que les Béninois puissent changer la perception qu'ils ont de leur propre pays. Donc je le vis actuellement. Merci, Jean-Wilfried. Peut-être la question sur les opportunités qu'offre Sciences Po en termes de bourse, peut-être qu'Alessandra, si elle est toujours là, peut y répondre. Et si Alessandra n'est plus là, peut-être que Guillaume aura des informations, notamment sur cette super bourse de la Mastercard Foundation. Oui, effectivement. Vous m'entendez, j'espère? Oui, très bien. Alléluia, ça fonctionne. Alors, effectivement, pour répondre à la question de la bourse, c'est vrai que Sciences Po offre un certain nombre de programmes de bourse en fait pour les étudiants internationaux. Il y en a deux principaux. Donc, il y en a un qui a d'ailleurs donné lieu à une présentation il y a deux semaines à peu près au ministère des Affaires étrangères, excusez-moi pour le son. Donc, c'est la bourse de la fondation Mastercard. Donc, Mastercard, je pense que tout le monde connaît à peu près l'entreprise. Voilà, c'est un peu les leaders dans le domaine des paiements électroniques, etc. Et donc, au-delà de ça, ils ont créé une fondation qui est présente à Sciences Po, mais qui est aussi présente dans beaucoup d'établissements à travers le monde et qui offre un certain nombre de bourses. Donc, pour celle de Sciences Po, donc l'avantage, en fait, c'est que vous avez, en fait, ça couvre l'intégralité des frais d'inscription qui, à Sciences Po, sont relativement élevés. Enfin, ils ont augmenté pas mal ces dernières années. Et donc là, l'avantage, c'est que vous avez accès donc, voilà, à une exonération totale des frais d'inscription. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, ils vont aussi vous donner une aide financière pour vivre en fait à Paris, parce que Paris est aussi très cher. Et donc c'est un peu ça. Et il me semble aussi que vous avez un logement avec, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Et je parle un peu sous contrôle des personnes qui sont un peu plus
au fait. Mais voilà, c'est une bourse assez intéressante, enfin même très intéressante. Chaque année, ils prennent une trentaine, quarantaine de personnes. Et pour l'instant, le Bénin est peu représenté dans cette bourse. Donc, il y a eu juste un lauréat de la Mastercard, c'est Philibert Adancon, qui travaille en fait aujourd'hui en tant que conseiller du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Donc, c'est un peu ça. Il y a une deuxième bourse qui est aussi intéressante pour vous, mais qui va couvrir un peu moins d'aspects en fait. C'est la bourse Emile Boutmy. Donc en fait, c'est une bourse à laquelle vous pouvez aussi postuler. Elle exonère des frais d'inscription, mais je ne crois pas qu'il y ait d'allocation, ou en tout cas, c'est un peu moins fourni que la Mastercard. Mais on vous invite quand même à postuler pour Emile Boutmy, parce que en fait, vous rentrez en fait dans les critères d'éligibilité, donc vraiment, n'hésitez pas. Pour la bourse Mastercard, je vous inviterai à aller sur le site internet, mais il y a quelques infos que vous devriez retenir. C'est une bourse qui est ouverte pour les titulaires d'une licence. Et j'insiste vraiment sur la licence, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ouverte pour les masters. Donc, si vous avez déjà fait un master ou que vous êtes en train de faire un master, vous n'êtes pas éligible, malheureusement. Deuxième élément, il faut avoir moins de 35 ans. Bon, ça, je pense que dans la salle, la plupart des personnes ont moins de 35 ans, donc vous cochez cette case-là. Et je pense, un troisième élément, il y a des critères aussi, je pense, de notation, et ça, il faudra aller sur le site de Sciences Po. En gros, en théorie, vous devrez avoir en fait une moyenne minimale en fonction des critères de notation nationaux pour postuler à la bourse. Donc, c'est un peu ça, mais autrement, vraiment, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Et je pense que la prochaine campagne d'ouverture aura lieu à partir d'avril 2025. Donc, suivez bien le calendrier des bourses, pas seulement à Sciences Po, mais pour toutes les écoles qui vous intéressent, parce qu'il y a vraiment des opportunités à saisir. Et voilà, le but, c'est que le Bénin puisse en fait bénéficier de ces opportunités pour envoyer des talents à l'international et ces talents-là vont en fait être les Béninois de la diaspora qui vont revenir, on l'espère, pour apporter leur pierre à l'édifice. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y a beaucoup de Béninois voilà, qui ont fait des excellentes écoles et qui en fait sont revenus au Bénin voilà, pour y travailler. Donc voilà un peu pour la bourse, j'espère que ça répond un peu aux préoccupations. Merci Guillaume, et ça fait surtout une super transition à la question de Rosine sur un sujet très intéressant et qui ouvre un peu des perspectives aussi. Et c'est l'idée de faire comprendre que l'Eldorado n'est pas forcément à l'international, que si il est à l'international, il est pour un temps limité, et d'encourager comment en fait, on encourage des Béninois à soit rester au Bénin pour le développement du pays, soit à revenir au Bénin après une expatriation. Alors, je ne sais pas forcément si on est les meilleurs, si on est les personnes les mieux placées pour y répondre, ni même les plus légitimes. On peut peut-être apporter très humblement quelques éléments de réponse, mais j'ai envie de dire que c'est en fait aussi à vous pour poser la question, si vous avez des pistes de réflexion en présentiel ou du côté de l'Assemblée de Soum, n'hésitez pas. Est-ce que peut-être, je ne sais pas, l'un ou trois, peut-être Jean-Wilfried brièvement, Oui. qui travaille à l'attractivité du Bénin, Oui. peut-être comment on fait pour convaincre les gens de rester ou de revenir au Bénin? Oui, alors c'est l'un des objectifs de la marque du Bénin. Donc l'un des objectifs, je te regarde ici, mais c'est véritablement de donner. Alors, je vais reprendre les mots du président de la République du Bénin qui disait nous devons nous révéler à nous-mêmes avant de révéler au monde ce que nous avons de beau et de grand. Et c'est de là que part finalement le Bénin révélé. C'est-à-dire que c'est d'abord une révélation du pays à soi. Et cette révélation passe par une réappropriation de la culture et de l'histoire. Ce n'est pas anodin que le Bénin organise des Book Days, ce n'est pas anodin qu'il y a un retour des trésors royaux, ce n'est pas anodin qu'il y ait une statue de l'Amazone juste à côté. Tous ces symboles, tous ces signes concourent justement à d'abord faire en sorte que les nouvelles générations se réapproprient leur histoire. Parce qu'on veut, au travers justement de cette politique culturelle qui est menée par le Bénin, mettre en avant des symboles forts
Parce qu'on a tous grandi avec des héros, Rangers, Marvel, etc. Mais aujourd'hui, c'est passé en vélo. Et tout ça, c'est déjà d'abord créer enfin, en tout cas, ressusciter un sentiment de patriotisme dans un premier temps, mais maintenant, il faut créer l'écosystème et les conditions. Et d'un point de vue, par exemple, de capital humain, c'est une des missions de CMCity que vous devez connaître. Le programme CMCity, qui a CM1 aujourd'hui à Cotonou, mais qui a pour objectif de développer CMCity, la cité de l'innovation de CMCity à Ouidah, c'est véritablement une envie de créer et de développer le capital humain d'abord des Béninois, et bien sûr aussi des Africains, pour qu'on puisse créer l'innovation qui est made in Africa. Et donc, un projet de ce type a véritablement pour objectif de limiter l'Afrique des cerveaux et faire en sorte que les Africains et surtout les Béninois se forment à des solutions made in Africa. Parce que finalement, l'Afrique est face à de nombreux défis qui ne pourront être résolus que par les Africains, parce qu'en fait, on a une certaine compréhension de certaines problématiques que même en faisant, j'ai fait Sciences Po, et même en faisant Sciences Po à Harvard, on ne pourrait pas comprendre. Et donc, il faut créer des écosystèmes en place, c'est en train d'être fait. Il faut, comme je le dis, mettre en place des actions culturelles qui permettent de se réapproprier son histoire et être fier de soi. Et ensuite, il faut donner des opportunités économiques qui permettent aussi à l'étudiant voilà, de rêver et de réaliser des projets concrets au Bénin. Donc, ce que moi je peux vous dire, c'est que on y travaille, il y a des progrès qui se font, et l'objectif, c'est clairement ça, c'est que le Bénin soit véritablement le place to be d'abord pour les Béninois. Peut-être, très bonne que quelqu'un dans l'Assemblée ici a un élément de réponse à la question de Rosine. Je pense tout à fait, si ce n'est plus légitime, à vous prononcer sur la question. Donc, si vous avez un retour, même de la part de l'audience de l'Assemblée Zoom, n'hésitez pas. C'est aussi votre tableau. Non? Mais bon, tout va bien. Peut-être un élément de réponse quand même de ma part sur les opportunités au Bénin pour les étudiants, disons, d'université béninoise. Alors, peut-être ma perspective déjà un peu d'employeur. Effectivement, dans mon équipe, c'est 6 ou 7 personnes. La majorité, alors pas forcément exclusivement, mais la majorité a étudié au Bénin, y compris avec à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, certains ont d'autres qualifications, mais effectivement, tout ça pour dire que c'est des choses qu'on recherche et c'est très apprécié. D'ailleurs, aussi dans d'autres pays où la société financière internationale opère. Et peut-être la deuxième perspective en tant que, disons, acteur du développement du secteur privé, effectivement, et ça, je pense que Jean-Wilfried l'a très bien dit, il y a quand même un vrai foisonnement au Bénin. Et vous voyez le nombre d'opportunités qui existent, donc à la fois dans les ministères, dans les administrations, dans les agences de développement du pays. Et puis, on voit cette dynamique qui se poursuit aussi dans le secteur privé. Donc, à mon sens, il y a beaucoup d'opportunités qui existent et qui sont à saisir, pas forcément si vous allez étudier en Europe. Ce qui est aussi particulièrement intéressant, et on a pu en parler, c'est l'émergence de tous ces secteurs nouveaux avec des opportunités qui émergent. Alors, ça peut être le tourisme, ça peut être la culture et les arts, mais on trouve aussi certaines choses sur l'innovation, les services aux entreprises, certains services financiers. Donc, beaucoup d'opportunités à saisir et aussi, on voit quand même un pays qui, en plus de la culture et les arts, a quand même mis le capital humain au centre de sa stratégie de développement, donc avec aussi des établissements d'enseignement, alors techniques, mais aussi supérieurs, qui sont en création et qui devraient permettre de développer les compétences dont le pays a besoin. Donc, à mon sens aussi, énormément d'opportunités à saisir. Merci beaucoup, Vincent, pour ce complément. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de questions auprès de l'Assemblée Zoom. J'ai remis un petit message pour vous encourager à poser des questions. Pardon, dans le chat. Je ne crois pas. En tout cas, c'est le moment de poser des questions si vous le souhaitez. Vous pouvez même carrément prendre la parole et ouvrir votre micro. Et pareil, on va prendre une salle de 3 à 4 questions. Et s'il n'y en a pas du côté de l'Assemblée Zoom, on pourra replacer peut-être les questions de l'Assemblée en présentiel. On attend peut-être quelques secondes. Quelqu'un se
décide. D'accord. Côté assemblée en présentiel, est-ce qu'il y a d'autres questions souhaitez poser? Non, tout est clair. Si, j'aimerais bien poser une question pour briser la glace. Je ne sais pas si ça a déjà été abordé, mais pour les personnes en ligne, notamment, hein, parce que je pense qu'en présentiel, on connaît à peu près tous Cotonou et le Bénin, mais pour les personnes en ligne, j'aimerais bien vous poser la question à tous les trois. Qu'est-ce que c'est de vivre au Bénin? Voilà, une semaine au Bénin. Quelles activités vous appréciez faire, chacun d'entre vous, etc. On va commencer peut-être par Vincent, et puis ensuite Jean-Wilfried, et puis ensuite Lisa. Ouais. D'accord, merci Guillaume pour la question. Alors, un élément de réponse, c'est effectivement, j'ai des activités qui sont assez prenantes. Donc, le temps libre, j'essaie de le maximiser, mais c'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Après, ce que j'aime bien et l'avantage aussi en étant maintenant au Bénin, c'est qu'on voit que les choses s'améliorent, disons, de semaine en semaine. Effectivement, vous avez certains centres culturels qui sont en cours de création, donc vraiment ce foisonnement de culture, on le voit notamment à Ouidah, on voit aussi avec le quartier culturel et créatif en création. Donc, les activités qu'on aime aujourd'hui, moi notamment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est à la fois la culture, les paysages, la nature. J'aime beaucoup aussi faire de la photographie. Et on voit en fait quelque chose qui émerge, mais ce qui est extrêmement réconfortant, c'est de se dire que ce qu'on voit là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera encore mieux. Voilà, aussi, par exemple, j'aime bien le cinéma, donc il y a quelques salles de cinéma, on n'en voit que de nouvelles s'ouvrent. Donc, on voit qu'on a atteint déjà un niveau qui est très agréable, mais en fait, ce n'est que le début. Et c'est ça que je pense. Et alors là, c'est plutôt pour ceux qui sont intéressés pour venir au Bénin. Ça s'améliore, disons, à ce niveau-là de jour en jour. Jean-Wilfried? Oui, alors, c'est quoi de vivre? D'abord, premièrement, je dirais que c'est un pays qui est très sécurisé. Et ça, je crois que c'est un avantage majeur à mettre en avant. Quand on vit au Bénin, on peut sortir, on peut se balader, on peut faire du sport sans être inquiété par quoi que ce soit. Donc, c'est très rassurant. Au-delà de ça, on mange très bien au Bénin. On mange des lignames pilées. Voilà. C'est très. Voilà. Donc, on mange très, très bien au Bénin. Donc, au niveau gastro, c'est super. En termes d'activité, d'un point de vue touristique, bon, là, je vais un peu vendre encore une destination, mais il y a énormément de choses à faire. Qu'on souhaite faire du tourisme mémoriel à Ouidah, qu'on souhaite aller dans du lagunaire, qu'on souhaite aller à Gambier, qui est la cité lacustre de l'Afrique, belle d'Afrique, qu'on souhaite faire du culturel avec, comme tu l'as dit, Vincent, le QCC, le quartier culturel et créatif, qui est en cours de finalisation, qu'on souhaite repartir sur les traces des Amazones qui ont inspiré les films de Woman King ou encore Black Panther. Voilà, donc en fait, d'un point de vue touristique, il y a énormément de choses à faire, encore plus qui arrivent. Il y a vraiment une profondeur culturelle au Bénin qui fait en sorte que voilà, on se retrouve toujours transformé de par les expériences. Donc voilà, c'est un peu ça pour moi. Lisa? Écoute, j'ai pas grand-chose à dire après mes deux collègues. Peut-être que je vais ajouter quelque chose. Je suis peut-être la plus vieille du panel et moi, j'ai un fils de 2 ans, peut-être sous l'angle de la parentalité. Je trouve que la vie au Bénin, encore une fois, est très qualitative. Je sais passer du temps plus qualitatif avec mon enfant que j'ai pu le faire à Paris. Alors peut-être que l'offre de divertissement va être plus courte que ce qu'on peut avoir en France, mais le temps passé ensemble, et je pense c'est un temps hyper précieux que je n'avais pas du tout à Paris. On est dans une vie vraiment effrénée, où on court après le métro. Quand on court après le métro, il faut aller chercher à la crèche, etc. etc. C'est vrai qu'au Bénin, il y a une vie beaucoup plus posée, beaucoup plus, je dirais, oui, douce, qualitative, qui fait qu'on va passer du temps familial plus facilement. Voilà, c'est peut-être pour compléter, même si je rejoins aussi mes deux collègues sur le reste. Merci beaucoup à tous les trois. On a 2 questions de la part de 2 jeunes étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi qui vont s'approcher du micro, poser vos 2 questions et pareil, on y répondra d'un coup. Allez-y. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Hermine Armansou. Je suis diplômée j'ai eu la licence en diplomatie et relations internationales à l'ENA. Et je voudrais savoir si, lorsque vous avez fini vos masters en Sciences Po, vous avez directement commencé à travailler depuis
la fin de votre master jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas eu de pause, mais c'est non-stop et vous continuez juste comme ça? C'était ma question. Je peux répondre à ma Deuxième question. Bonjour à tous, moi c'est Mélissa Jenny. Et je suis titulaire d'une licence en langue étrangère appliquée, spécialité affaires et commerce. Donc, ma question s'adresse principalement à Madame Eva, parce que je me retrouve un peu dans votre parcours et j'aimerais savoir si vous avez des conseils d'orientation par rapport à ma filière, parce que j'ai un peu de mal à me placer dans le secteur professionnel. Donc, vos conseils sont les bienvenus par rapport à l'orientation professionnelle. Okay. Vous pouvez me rappeler votre filière actuelle? Les langues étrangères appliquées, spécialité affaires et commerce. Ok. Du coup, comme il y a une question directe à Isa, Isa, tu peux répondre à ça. Et puis ensuite, vous répondrez tous les trois à la question d'Hermine sur l'intégration sur le marché du travail. Donc, juste pour répondre à Hermine, non, moi, je ne me suis jamais arrêtée depuis 2014. Même avant, on a commencé les stages en 2012, donc jamais arrêté si ce n'est pendant le congé maternité. Donc, voilà, je ne connais pas la pause. Et pour répondre à la deuxième question, écoute, voilà, il faut savoir ce que tu aimes, ce qui t'anime, là où tu vas avoir de l'impact. C'est difficile pour une autre personne de t'aider à t'orienter, mais je suis sûre qu'en faisant des stages, c'est un bon moyen de tester des métiers et des filières. Donc, essaie de te professionnaliser, de trouver des moments, même l'été, entre 2 années scolaires, de faire 2 mois dans des institutions qui t'intéressent. Sois proactif dans ta recherche de stage, même si ton école ne conventionne pas les stages, va chercher l'expérience professionnelle et ça aiguillera ce que tu veux faire. En tout cas, les langues étrangères, le commerce et l'Afrique, je pense vraiment qu'il y a une belle carrière qui va se dessiner pour toi. Donc, sur la question posée par Hermine sur l'intégration immédiate ou pas sur le marché du travail, on peut peut-être commencer par Vincent, Jean-Louis, peut-être ensuite. Vincent, oui, alors merci beaucoup pour la question qui est très bonne et qui me fait réaliser que en fait, j'ai pas du tout pris de pause, mais effectivement, depuis même le master, hein, j'avais en fait, j'ai même eu 2 jours entre le master et le premier emploi qui était dans un pays différent et c'était un week-end. Là, je suis venu du Bénin à Luxembourg. En fait, j'ai commencé le 1er août et heureusement que c'était un jour férié, ça me permettait de déménager. Mais c'est-à-dire que même les pauses un peu nécessaires pour changer de pays, je ne les ai pas vraiment prises. Donc, ça me fait aussi réfléchir sur le fait que peut-être la prochaine fois, j'essaierai de faire ça quand il s'agira de changer. En tout cas, tout ça pour dire quand même, par contre, et je rejoins la Isar, effectivement, j'ai eu l'opportunité pendant mes études de faire des stages aussi. Et c'est une très bonne opportunité pour un peu tester ses intuitions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des disciplines à l'université qui intéressent, mais c'est quand même un peu toujours difficile de se projeter à partir des cours de l'université dans un environnement professionnel. Ça m'a permis de voir que certains types de métiers qui m'intéressaient, en fait, ne me plaisaient pas forcément tant que ça dans un cadre professionnel. Donc ça, c'est quelque chose à tester, ce qui permet aussi d'affiner un peu son parcours et ses premières orientations. Jean-Louis, peut-être sur l'intégration sur le marché du travail. Oui, alors idem, comme les deux partenaires, je dirais idem, je n'ai pas eu de pause. J'ai fait un stage de fin d'études après mon Master 2 à Havas Paris et après mon stage de fin d'études, j'ai été recruté directement consultant chez Havas. Et c'est de chez Havas que je suis arrivé au Bénin, donc pas eu de pause. On continue. Ce qui ne veut absolument pas dire que c'est l'exemple à structure. Oui, peut-être sur la question des postes, tu veux si vous voulez, mais c'est juste que c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à en avoir fait, c'est quelque chose dont il faut pas avoir. Ouais, super. Mais quand on est encore à Paris. Bonjour à tous. Non, je fais juste une intervention par rapport à cette question de la pause parce que dans nos parcours, c'est vrai qu'on est souvent des personnes extrêmement motivées qui avons une volonté, enfin voilà, une vision plus ou moins précise de ce qu'on veut faire. On a tendance à foncer et à faire ce qu'on aime à fond.
C'est vrai que c'est. Et puis, par ailleurs, la structure scolaire puis estudiantine française par rapport à ce qui peut se faire en Allemagne, par rapport à ce qui peut se faire au Royaume-Uni, encourage très peu ces pauses. Moi, pour le coup, j'en ai fait plusieurs. À chaque fois, alors, entre mes 2 années de master, plus ou moins imposées pour des raisons de santé, mais qui derrière m'a permis de faire autre chose. Et ensuite, donc j'ai enchaîné directement stage, vie professionnelle. Et à la fois par circonstances, les circonstances peuvent se présenter dans la vie où on fait des pauses. C'est vrai que c'est des parcours où on peut tout à fait trouver toujours des options et rebondir, mais on peut aussi à des moments se poser la question de OK, là ça se présente, est-ce que je prends cette opportunité? Qu'est-ce que j'en fais? Moi, je sais que j'ai déjà intervenu, enfin, je suis déjà intervenue à Montaigne, par exemple, pour échanger avec des jeunes étudiants dans d'autres structures un peu partout. Je pense que les pauses, quand elles sont réfléchies, quand elles ne sont pas faites par défaut, quand c'est un vrai choix réfléchi, elles peuvent vraiment nourrir à la fois la vie perso, à la fois la vie pro. La vie perso, parce que justement, quand on enchaîne, on est toujours dans des postes de plus en plus à responsabilité, dans une voie professionnelle qui se creuse de plus en plus. Et ces pauses-là, entre mes 2 années de master, une fois que j'ai été rétablie, ça m'a permis de voyager et de voyager à un rythme lent, de voyager à un rythme aussi qui permet de perfectionner les langues, de vraiment passer du temps. J'ai passé du temps en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, presque tout ça, c'est tout se construit, mais de faire les choses un peu plus lentement. Et après, le choix que j'ai fait, donc moi, la pause après que j'ai pris, qui a duré presque 2 ans, qui était après le Covid. Moi, je travaille plutôt dans le secteur des arts vivants. Donc forcément, je travaillais à l'Opéra de Paris. Quand le Covid est arrivé, tous les théâtres ont fermé. On continue d'être payé, c'est pas la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, là, il y a eu une vraie crise de sens. Donc, soit je pouvais me reconvertir complètement et trouver un poste qui recrutait en temps de Covid, soit dire, ok, là, potentiellement, j'ai ce trou-là. Et j'ai pris 2 ans pour faire complètement autre chose, de nouveau axé sur le voyage, pour partir en Norvège, planter des patates, nettoyer des kayaks, faire des chambres, recoudre tous les draps, enfin bon, bref. Et tout en me disant, enfin, je m'étais donné une date limite, entre guillemets, en disant, bon, j'avais assez d'économies pour durer de manière autonome pendant 2 ans. J'avais pas envie d'avoir un trop grand trou dans mon CV qui ne puisse derrière pas être justifié. Mais en fait, c'est rare que la vie présente ça. Et donc, quand c'est un choix réfléchi, je pense que c'est vraiment. On n'aura pas souvent ce retour-là. On n'est pas nombreux à le faire, mais je pense que ça peut être hyper précieux et et vraiment nourrir votre carrière après. Et le recul que vous pouvez avoir aussi sur vos choix. Et, euh, et moi, je me souviens je vais finir là-dessus, mais entre mes 2 années de master, quand j'avais terriblement peur de m'arrêter, parce que je me disais, oh mon Dieu, je vais m'arrêter 1 an, alors que depuis la maternelle, on trace, on trace, on trace. Qu'est-ce que je vais faire après? Ma responsable de master était persuadée que je ne reviendrais pas. Enfin, c'était tout un truc. Et j'ai une amie, elle m'a dit, mais Luce, ton master, tu vas l'obtenir à 23 ans au lieu de 22 ans. Est-ce qu'on peut recontextualiser le fait que ça va? Et pareil, quand je me suis arrêtée après le Covid, j'avais 26 ans, j'avais déjà 3 années d'expérience professionnelle. De me dire, bon, je me donne ces 2 ans-là pour faire autre chose. À 28 ans, je reprendrai, j'aurai toujours mon background, enfin, j'aurai toujours mon diplôme, j'aurai toujours ces 3 années. Et pour le coup, je finirai là-dessus. Ça n'a jamais été un sujet. Après les 2 ans de pause, je me suis dit, ça va être l'enfer. J'avais construit un argumentaire hyper solide quand je faisais mes entretiens pour faire des VI et tout ça. Et en l'occurrence, j'ai enchaîné avec un poste à l'ambassade de France au Cameroun et ça n'a même pas été une question. Moi, j'encourage les choses Super. Ouais, je pense que c'était bien d'avoir aussi peut-être cet aperçu voilà, avec l'idée qu'en choisissant Sciences Po, on appelle une voie d'excellence, on retrouve beaucoup avec des gens qui sont très ambitieux, qui sont très motivés, qui n'ont pas forcément envie de s'arrêter, qui ont envie un peu d'en toujours plus dans la carrière. Et du coup, s'arrêter, parfois, ça permet de relativiser et de se replacer aussi dans le merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui et clore notre session. Je voulais remercier toute l'Assemblée Zoom. Oui. Très rapidement, parce qu'on va clore la session. Peut-être que vous pouvez poser la question directement et moi je redirai allez-y. Vous avez fait un j'ai été sur le site de Sciences Po. Je ne sais pas
si je dois postuler à quoi que ce soit, qu'est-ce que vous conseillez? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est, parce que Guillaume n'est plus là, on va peut-être discuter juste là, on va en discuter tout de suite, là, maintenant, sachant que le site internet de Sciences Po, je sais que parfois l'accès à l'information n'est pas facile, mais là, le site internet de Sciences Po est vraiment très instructif. Oui, alors on a une petite situation ici et ça fait partie des choses que vous deviez envisager avant de venir au Bénin. Donc on est ensemble. Là, Guillaume va vous dire un mot de revoir. Oui. Travailler à 19h30 fait partie du jeu. Donc, toutes nos excuses, en fait, on est pris dans des urgences au ministère. Mais merci à tous d'avoir répondu présent à cette réunion. Merci aussi à l'ambassadrice de France au Bénin d'héberger à la fois la réunion et puis un événement un peu plus informel juste après. Et tous mes voeux de courage et de réussite pour la suite. Et je crois qu'on n'a plus de réseau. Merci beaucoup à Mathilde. Ah non, c'est bon. De l'autre côté de l'écran, on va reprendre là le côté présentiel et aller vers un échange peut-être plus informel. Merci à tout le monde, à tous du côté. Et à Vincent, merci à Vincent. Merci pour l'opportunité. C'est avec grand regret que je dois vous laisser pour le moment plus convivial. Mais je penserai à vous et bonne réussite dans vos projets. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Vincent, pour ton intervention. Merci à tous et on se retrouve prochainement pour une prochaine session du Cercle Afrique de Sciences Po à l'Uni. Merci à tous. Merci. Au revoir, merci.